quels sont les différents types d'IA, que peut-on faire avec, et bien c'est ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo selon son époque, que ce soit le passé, la conception de l'IA, au présent, ou voire même théoriser un peu sur le futur avec quelques petites interviews de différents acteurs, que ce soit Elon Musk pour Tesla, que ce soit le PDG de Google, ou bien le PDG de Microsoft, Bill Gates, tout simplement. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, et pour ça, il va falloir qu'on remonte le temps jusqu'en 1943. On se situe maintenant à l'origine de l'IA, avec la création du premier neurone, des premiers réseaux ou même des tests pour évaluer les intelligences, avec pour commencer en 1943, Walter Pitt et Warren McCulloch qui publient un article qui décrivent le premier neurone artificiel mathématique, qui marque du coup les premières bases théoriques de l'IA. Et ensuite, 6 ans plus tard, Donald Hebb, je ne sais pas comment on le prononce, propose une théorie d'apprentissage qui va inspirer les prochains réseaux de neurones avec les règles de Hebb. Donc là c'est bien, on a des neurones, on a un réseau, la conception, les bases théoriques pour créer des réseaux de neurones. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas encore comment juger, évaluer les neurones, évaluer la compréhension des neurones, la vision que les neurones peuvent avoir, tester l'IA pour comprendre ses capacités, ses connaissances en soi, voilà, pour pouvoir le tester, l'évaluer. Et bien c'est là, en 1950, une petite année plus tard, que le test de Turing apparaît, inventé par Alan Turing, qui justement va permettre d'évaluer ces machines, ces IA, l'intelligence des machines. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on vient entrer dans la naissance de l'IA. C'est à partir de ce moment-là que l'IA naît réellement, avec en 1956 la conférence de Dartmouth, qui marque un point déterminant, un point officiel sur l'IA, donc pour le terme d'IA, d'intelligence artificielle, qui est introduit par John McCurdy, qui d'ailleurs 2 ans plus tard développe son propre langage de programmation, le LISP, qui est essentiel pour les recherches en IA. Ensuite, on a aussi des points de vue robotiques, comme par exemple 3 ans plus tard, en 1961, le premier robot industriel Unimat déployé dans une usine. Donc c'est le premier robot intégré. Et pour le cas des chatbots, le premier chatbot apparaît en 1966. Créé par Joseph Wanzenbo, le programme se nomme Elisa et simule des conversations humaines entre humaines de manière convenable sous une forme de traitement de langage naturel. Donc quand on pose une question, on a une réponse, et forcément si on pose une question, une réponse, il faut qu'on puisse déterminer toutes les questions. Et c'est là où l'IA, où le système plus ou moins d'Elisa est assez intéressante, c'est que pour trouver des réponses, elle se base sur 2 facteurs principaux. La première, c'est quand on pose une question, on a une réponse, et la deuxième, c'est si elle détecte un mot spécifique. Donc par exemple, j'ai passé la journée avec un ami, vu que là on a le mot par exemple ami, et dès qu'on a que le mot ami, la réponse est peux-tu m'en dire plus? Et après, si on a des variations différentes en fonction de l'IA, on peut avoir des réponses différentes. Par exemple,
je me suis embrouillé avec mon ami, j'ai passé une mauvaise journée avec mon ami, j'ai je sais pas quoi avec mon ami, eh bien elle va toujours répondre dites-moi en plus, excusez-moi. Donc voilà, c'est des phrases préenregistrées. Donc du coup, ça permet d'avoir des conversations un peu humaines et ça permet de ramener le test de Turing qui permet de tester aussi la compréhension humaine de l'IA. Tout simplement. Mais bien évidemment, on n'est pas encore au niveau des IA d'aujourd'hui, comme ChatGPT, Gemini ou même des IA de demain que nous ne sommes pas encore aujourd'hui aussi. Mais forcément, quand quelque chose apparaît, quand quelque chose évolue, il y a toujours des moments qui peuvent ralentir, des petits murs qui peuvent apparaître. Et c'est le cas de l'année 70-80, où là, eh bien, on a un premier hiver de l'IA. C'est le moment où l'IA n'arrive pas à réaliser les étapes importantes. C'est le moment où on se rend compte que certaines attentes étaient peut-être trop démesurées. Peut-être qu'on avait les yeux plus hauts que le ventre, tout simplement. On avait des visions trop importantes. Et du coup, c'est la première vraie diminution, le premier ralentissement de l'IA. Et dans les années proches de l'année 80, on a un robot de Stanford, le Stanford Cart, qui arrive à traverser une pièce encombrée de manière autonome, ce qui permet de revivifier, de stimuler et de rebooster les idéaux sur l'IA et la robotique pour donner des espérances, des idéaux. Et on commence à voir l'émergence de systèmes experts qui gagnent en popularité pour ce qui est des diagnostics médicaux, de la finance, tout ce qui est de manière expert professionnelle. Et c'est aussi via l'arrivée en 86 de l'algorithme de rétropropagation popularisé par Rumwald, par Hinton et par William. Si je ne prononce pas correctement les mots, ne m'en veuillez pas, dites-le moi en commentaire. Et cet algorithme de rétropropagation permet plus ou moins d'évaluer. En gros, c'est la généralité, mais je ferai une petite vidéo plus tard sur comment fonctionne un chatbot, donc ne vous en faites pas. Et ensuite, de 87 à 93, on a un second hiver, donc pareil, la baisse au niveau des intérêts pour les systèmes d'experts qui apparaissent, des limitations technologiques aussi au niveau des appareils. Donc voilà, petit affaiblissement encore malheureusement. Mais après 1993, tout commence un peu à revenir. L'explosion des données, de l'apprentissage automatique, avec par exemple en 97 l'ordinateur Deep Blue d'IBM qui bat un champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, la création de l'INET 2, un réseau de neurones pour la reconnaissance d'écriture manuscrite, un an plus tard, par Ian LeCun. Ensuite aussi en 2006, Geoffrey Hinton qui a introduit le terme d'apprentissage profond, le deep learning, qui permet d'évaluer les IA, mais que les IA eux-mêmes puissent prédire les réponses par la suite. Je vous ferai peut-être une vidéo plus tard, vous verrez avec le chatbot, tout ça. Donc, même si j'effleure des termes, ne m'en veuillez pas, je reviendrai plus tard sur ces termes-là. Et ensuite, nous avons l'ère moderne, avec des percées en apprentissage profond, au niveau de différentes choses, avec Google DeepMind en 2014, développé par Alphabet Go de Google, qui bat un joueur professionnel au jeu de Go en 2016. En 2017, on a l'architecture Transformers de ChatGPT. D'ailleurs, c'est l'apparition de ChatGPT qui se fait en 2017. Et pour ceux qui veulent savoir, le Transformer, c'est ce qui permet d'ajouter un langage naturel à l'IA. Donc, permettre à l'IA, entre grosses guillemets, de comprendre la grammaire autour des mots, l'orthographe, les synonymes. C'est un peu ce qui permet à l'IA de comprendre ces termes. Mais on y reviendra dans la vidéo comment faire un chatbot, tout simplement. Et ensuite, on a 2018 ChatGPT 2,
en 2020 le ChatGPT 3 et ainsi de suite avec toutes les IA qu'on connaît à l'heure actuelle pour la génération de texte, la génération d'images, la génération aussi de jeux avec Genie 2 de Google ou avec Oasis qui a recréé Minecraft. On a des tonnes de choses possibles. Et du coup, on pourrait commencer à imaginer les différents types d'IA possibles. Alors, il y en a plus ou moins 3 majeurs. Il y en a d'autres, mais on va prendre les 3 majeurs. On a une IA faible, l'ANI, ou étroite, comme vous le souhaitez. On a l'IA forte, l'IA générale, l'AGI. Et on a la super intelligente, donc la SI. Et on va du coup établir la compréhension de toutes ces IA et on va commencer bien par l'ANI, l'IA faible, l'IA qu'on a actuellement. Et tout simplement, c'est une IA spécifique pour des tâches. Donc par exemple, avant on avait Siri, on avait Alexa, des assistants vocaux. On a aussi les algorithmes pour Netflix, pour YouTube qui permettent de référencer des vidéos. Et on a aussi des IA de reconnaissance faciale. Et maintenant, on a aussi ChatGPT, un chatbot. On a des générateurs d'images et on a des générateurs par exemple de jeux, des modèles distincts les uns des autres. Et du coup, c'est ça le fonctionnement d'une IA faible. C'est une IA qui est capable de faire des actions mais par tâche. Ça veut dire qu'il y a une IA qui est capable de faire que du traitement de texte, une IA qui est capable de faire que de la génération d'images. C'est déjà des agents spéciaux sur des thèmes. Donc du coup, c'est comme ça que l'IA faible, que l'ANI fonctionne. Et les différents types d'agents qu'on pourrait rencontrer, du moins actuellement, c'est pareil. On est vraiment sur de la généralité. Le Natural Language Processing. Donc le Natural Language Processing, c'est ce qui prend en compte le langage humain par la machine. Donc pour par exemple créer des chatbots, des traducteurs ou des machines sémantiques ou pour la recherche de classification de textes, pour classifier un peu les textes, des gens comme ça. Donc c'est vraiment pour la compréhension vocale. Donc par exemple on a ChatGPT qui est un chatbot, donc pour la classification de tâches, pour le dialogue, voilà, tout simplement. On a vu précédemment dans l'histoire de l'IA Elisa, c'était le premier chatbot, mais je vous ferai aussi une vidéo sur YouTube sur comment fonctionne un chatbot, sur la création, l'histoire du chatbot. Je vous ferai une petite vidéo, vous en faites pas. Donc voilà, c'est à peu près pour ce qui est du chatbot, pour le fonctionnement. Si je peux vous donner un petit tips au niveau du langage, pour faire simple, le langage NLP fonctionne par le fait de deviner le prochain mot. Ça veut dire que le chatbot essaie toujours de deviner le prochain mot pour créer une réponse. Mais je vous prépare une vidéo sur le chatbot plus tard, vous comprendrez beaucoup mieux par la suite. Cette vidéo elle est vraiment générale. Ensuite, on a la vision, donc permettre à l'IA de voir des choses, donc la reconnaissance d'images, la classification aussi d'images, la vision par machine, tout simplement. Pour ce qui peut être des caméras de reconnaissance faciale ou diverses petites choses, et vous verrez que ça peut aussi être très intéressant pour le futur, mais on y reviendra plus tard dans la partie future qui se situe plus tard. On a aussi la robotique. Alors ça, je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo, je ferai une vidéo plus tard sur la robotique. Mais voilà, la robotique, vous savez plus ou moins ce que c'est. On a les Optimus de Tesla, on a Boston Dynamics, on a plein d'entreprises qui font de la robotique. Donc le machine learning, c'est une technique qui permet aux machines d'apprendre à partir de différentes données et de faire des prédictions ou des décisions, de prendre des décisions. Donc par exemple pour un générateur d'images ou un classificateur d'images, pour pouvoir réussir à prendre des décisions, à s'entraîner sur plein de données pour que l'IA puisse générer des images. Donc par exemple pour un générateur d'images, pour un classificateur d'images, pour rechercher des éléments. En gros, c'est le système qui permet de faire des recherches, des calculs, des analyses
avec le deep learning pour utiliser des réseaux neuronaux profonds et tout ceci. Donc par exemple, si vous voulez créer vos propres IA, il y a par exemple TensorFlow ou PyTorch pour ce qui est de Python. C'est des frameworks qui permettent de créer ses propres modèles, tout simplement. Il y a aussi Scikit-learn, que je connais pas trop, et XGBoost, qui sont des modèles aussi pour faire ça. Ensuite, il n'y a pas forcément plus de choses à dire. Il y a plusieurs aussi domaines d'apprentissage. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Il y a le supervisé, donc ça veut dire avec quelqu'un qui l'entraîne tout le temps, voilà, qui vient l'entraîner. Donc supervisé, c'est surveillé par quelqu'un. Non supervisé, ça veut dire que c'est l'IA lui-même qui fait ses propres choix, qui décide. Ensuite, on a le système expert. Donc là, comme son nom l'indique, excusez-moi, c'est un système qui utilise des règles de connaissance pour prendre des décisions dans des domaines spécifiques tels que la médecine, les droits, la finance. Donc c'est pour résoudre des problèmes complexes dans différents domaines, donc pour améliorer les éléments. Enfin, c'est pas forcément améliorer parce qu'on a quand même un modèle après pour la recherche opérationnelle et d'optimisation. Mais là, en gros, c'est plus pour donner des informations précises. Donc pour des systèmes experts pour la médecine, pour des systèmes d'analyse en chimie. Donc voilà, c'est plus pour des données un peu scientifiques, un peu plus poussées, on va dire. Ensuite, on a le speech, donc le réseau de neurones artificiels Natural Network. Donc c'est des réseaux de neurones artificiels pour des modèles d'informatique inspirés de la structure du cerveau. Et ils sont liés à la reconnaissance et à la synthèse vocale. Donc pour ce qui est de la reconnaissance vocale, la compréhension de langage, pour convertir du texte en parole ou de la parole en texte, ce qui permet de faire les différents sons. La reconnaissance vocale en soi, c'est pour le vocal. Donc, par exemple, si vous prenez par exemple Siri, quand vous parlez à Siri, vous parlez et il peut vous répondre via une synthèse vocale. Pour ce qui est de ChatGPT, maintenant il y a aussi une synthèse vocale où on peut parler à ChatGPT et ça fonctionne en faisant en sorte que on parle, ça convertit notre parole en texte, ChatGPT le relit et ensuite donne une réponse et l'ordinateur génère le texte de ChatGPT en vocal. Donc c'est pour du coup la compréhension vocale, la reconnaissance vocale. J'espère que je vous ai pas perdu, mais un ordinateur comprend plus du texte qu'une vidéo. C'est pour ça que quand on a une vidéo, l'IA doit prendre le temps de relire la vidéo, le transformer en texte, et voilà, c'est tout ce qui permet de faire le vocal. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu sur ce niveau-là. Ensuite, on a recherche opérationnelle et optimisation. Là, c'est ce qui permet aux IA de s'améliorer, d'améliorer les tâches. Ça, c'est plus pour améliorer les tâches humaines. Voilà, pour que le robot nous aide à améliorer nos tâches. Le système expert, c'était plus pour ce qui est de la recherche scientifique, plus ce qui est médical, tout ça. Et planification, optimisation, c'est plus pour la planification et l'optimisation de notre temps. Mais en vrai, on pourrait mettre techniquement recherche opérationnelle, optimisation et expert un peu de manière similaire. C'est un peu ce qui permet d'améliorer nos connaissances, améliorer tout ce qu'on a en soi. Pour faire simple, on va pas faire compliqué, comme leur nom l'indique, de toute manière. Et ensuite, on a pour ce qui est aussi, on a des systèmes de sécurité, cybersécurité, recommandations. Il y a les recommandations, par exemple, pour ce qui est de Netflix, YouTube, qui utilisent aussi des systèmes de recommandation. C'est aussi une forme d'IA pour recommander des vidéos. Voilà, toutes ces choses-là, c'est aussi une forme d'IA. Enfin bref, voilà. Les IA du coup génératives, ça fait partie de la génération d'images, donc au niveau du machine learning, tout simplement. C'est utilisé aussi par la vision ordinateur, enfin bref. Vous avez plein de choses, mais je ferai des vidéos beaucoup plus poussées sur chaque domaine, sur la création d'un chatbot, comment fonctionne un chatbot. Je ferai aussi une vidéo spécifique sur les jeux, sur plein de choses, donc vous en faites pas. Du coup après on a aussi des générateurs de vidéos qui font partie de la vision d'IA du machine learning. On a des générateurs de jeux comme par exemple Oasis qui a permis de recréer totalement Minecraft. C'est celui-là. Et du coup là on voit qu'avec la souris on bouge. Donc là par exemple ici je regarde cette montagne tout simplement. Là je vais la perdre de vue. Donc là hop je perds de vue cette montagne.
Et quand je reviens, ça devient totalement autre chose, voilà, tout simplement. Parce que du coup, quand ça part de la vision, là du coup ça régénère. Là par exemple je vais sur la gauche et ça est en train de générer la gauche. Mais sans avoir de mémoire, contrairement à Minecraft où ça a la mémoire de se dire, là il y avait ça avant, donc on régénère ça. Là c'est juste une image, juste des vidéos qui se mettent plus ou moins l'une sur l'autre. Et du coup ça génère. Donc là si je reviens ici, peut-être qu'il peut y avoir un désert, peut-être qu'il peut y avoir... là du coup on a ça. Peut-être que si je reviens par là il y a le désert. Attendez, je vais regarder un petit peu le sol, hop. Tac. Là déjà on avait pas de sol, là, hop. Là on a déjà un petit village qui est apparu par là. Ah tiens il a redisparu. Là déjà on a une construction, voilà. On a cette petite construction qui est apparue, voilà. Donc ça peut être une construction d'un joueur par exemple, dans un gameplay où il y avait un joueur qui avait fait une construction comme celle-ci. Ça peut être dû à ça. On a aussi les inputs, hein, donc quand on appuie on avance, voilà. Donc là pour les touches très simplement ça peut être que sur le gameplay il y a des personnes qui ont dit que j'appuyais sur Z et du coup quand la personne appuie sur Z du coup l'IA sait que ça avance, ou alors c'est ajouté par je ne sais pas comment c'était fait pour cette partie là, mais du coup voilà on peut voir qu'on descend. Alors là on descend à l'infini, je pense qu'il y aura quand même une descente à la fin, non? On peut aussi sauter, hein, bien évidemment, on peut sauter, hop. Et on a aussi DeepMind qui a été créé, donc DeepMind par Google. Alors DeepMind n'est pas proposé au grand public, voilà, c'est juste, ils ont juste montré ce à quoi ils ont réussi à atteindre. Et du coup avec DeepMind on a plein de choses comme la physique de l'eau qui a été générée par une IA. On a voilà, différents points, la physique, les PNJ, on a la gravité, on a la destruction, l'interaction avec des objets, on a aussi des choix et on a aussi une image convertie en monde 3D. Donc tout ça c'est fait par une IA, je vous montre hein, les images. Donc tout ça c'est des visions faites par une IA. Même les inputs, tout est fait par une IA, aucun humain, enfin, juste pour entraîner le modèle, pour créer le modèle, je veux dire, c'est des humains, mais après, c'est l'IA qui a vraiment généré le jeu, les images, l'herbe, le soleil, le ciel, le PNJ, ça c'est vraiment une IA qui a fait tout de A à Z, donc voilà, je vous montre les images, et du coup, voilà, il y a aussi, du coup, vous avez sûrement dû voir tout à l'heure, mais il y a aussi des sites qui... génère des humains. On peut par exemple mettre sa tête ou je ne sais quoi et faire en sorte que mettre par exemple sa tête, écrire un petit texte et le texte du coup est lu par une IA tout simplement. C'est aussi plausible, voilà, que ce soit une IA qui lise notre texte. La compréhension de la voix. Donc en gros on a la vision, on a le speech, donc la parole, et on a le texte pour la compréhension du texte. Donc c'est à peu près ces facteurs qu'on a, et au-dessus on a du coup le machine learning qui permet d'entraîner les modèles, et pour ce faire, si vous voulez créer vos propres IA, vous avez Python, et dans Python vous avez plusieurs bibliothèques, comme TensorFlow ou PyTorch, qui vous permettent de créer des IA, tout simplement. Ensuite, on peut passer à l'AGI, l'IA générale. Alors c'est une IA théorique pour le moment, qui a les capacités de comprendre, d'apprendre et d'effectuer n'importe quelle tâche intellectuelle comme un humain. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est une IA qui serait capable d'effectuer toutes les tâches que j'ai citées précédemment ensemble. Ça veut dire pouvoir faire en sorte d'avoir accès au chatbot, à la vision, à l'écoute, à l'expertise, avoir vraiment tout accès en un seul agent IA. Ce que les agents faibles ne peuvent pas encore faire, les IA qu'on a actuelles, mais c'est ce qui est en cours d'arriver, c'est ce que les innovations apportent au fil du temps, et c'est un peu l'objectif que tout le monde souhaite en 2025, du moins au niveau des personnes qui sont dans le domaine. Et ensuite, nous avons
la super intelligence, l'ASI. Donc là, c'est une hypothétique intelligence qui dépasserait l'intelligence humaine dans tous les domaines. Donc là, forcément, l'AGI, comme je l'ai dit, c'est une IA qui englobe toutes les capacités humaines, tous les agents, je veux dire. Donc la vision, toutes ces choses-ci. Et la super intelligence, c'est une intelligence qui excède les capacités humaines, mais dans tout. Ça veut dire, elle est meilleure en vision, mais elle est meilleure aussi dans généralement tout simplement. Elle nous dépasse, tout simplement. Le futur de l'IA, eh ben c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette partie. Alors pour ce faire, pour ce qui est du futur, on peut s'imaginer que par exemple les IA qu'on a aujourd'hui vont s'améliorer. Donc par exemple pour le texte, on a du ChatGPT, du Gemini, Claude, Llama, Grok et divers autres IA qui eux au fur et à mesure du temps vont s'améliorer et permettre d'avoir des réponses de plus en plus fiables, des conversations aussi de plus en plus humanisées, on va dire. Donc déjà voilà, ça va permettre de faciliter les choses. Ensuite au niveau des images, donc images, vidéos, même on pourrait rentrer aussi la 3D pour les jeux. On pourrait les mettre les trois réunis, donc avec DALL-E, Midjourney, pour les vidéos Lumen, Runway, et puis par exemple pour les jeux, on a Oasis qui lui recrée un peu Minecraft avec des vidéos, mais on a aussi Genie 2, voilà, récemment, qui n'est pas sorti mais qui a montré sa version, qui a montré où il en était du modèle. Et on a pu voir qu'il y avait des petits jeux qui ont pu être générés, des petites actions, on va dire, 3D, des mini-jeux d'une petite minute, de moins d'une minute. Donc voilà, des petits mouvements 3D. Donc ça, bien évidemment, je pense qu'avec le temps, ça va évoluer. Donc du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est que, par exemple, pour ce qui est des vidéos ou pour ce qui est des éléments 3D, donc les films et les jeux, on pourrait se dire qu'avec le temps, on pourra tous créer nos propres jeux par nous-mêmes. Alors, est-ce que les studios de jeux vidéo, de films, vont du coup déclarer faillite, fermer à cause de ces IA? Alors, je ne pense pas. Parce que pour moi, les IA, ce sera juste quelque chose qu'on pourra imaginer. Ce sera du coup notre imagination qui pourra permettre de créer les films, de créer des jeux. Mais on pourra toujours avoir des studios pour les jeux, donc Rockstar, Marvel pour les films, qui pourront nous permettre de nous surprendre lorsque on a envie d'avoir des films un peu inédits qui nous surprennent, ce que l'IA pourra peut-être pas faire du moins au début. Après on verra au fil du temps. Après c'est une idée que j'ai, n'hésitez pas à proposer vos idées. Voilà, j'essaierai peut-être de faire une autre vidéo plus tard pour imaginer différemment le futur. Là c'est juste parce que c'est une vidéo condensée, donc je suis vraiment général, pas poussé, mais si vous voulez vraiment une vidéo détaillée où je donne vraiment mon avis, n'hésitez pas à me le dire, et puis je ferai peut-être une vidéo spéciale où je donne vraiment mon avis sur l'IA et le futur. On a aussi par exemple l'automatisation, la robotique, les métiers, ce que ça va faire dans les métiers. Donc par exemple pour l'automatisation, on pourrait déjà partir des ordinateurs avec l'automatisation des actions sur l'ordinateur. Donc par exemple, si on réfléchit avant même ChatGPT ou avant même que le public soit connaisseur de ChatGPT, il y avait déjà Siri et l'assistant aussi Google qui permettait déjà de faire en sorte que on puisse créer des rendez-vous via l'assistant. Donc forcément avec Gemini, Siri, avec Gemini, ChatGPT, tout ça, forcément ça va augmenter les capacités de ces IA pour permettre d'avoir plus d'actions. Donc ça va permettre d'automatiser beaucoup plus d'actions, que ce soit sur le téléphone mais aussi sur l'ordi. Donc beaucoup plus d'automatisation. Donc beaucoup plus facile de faire de la maintenance, de nettoyer, de comprendre l'ordinateur. Les recherches aussi vont être de plus en plus faciles. Donc on pourrait se dire pareil que certains métiers peuvent disparaître aussi dans le développement. Voilà, donc développement web, développement, le dev tout court, hein, que ce soit quel que soit le métier de dev, ou que ce soit aussi pour la maintenance. Bon, pour moi il y aura toujours plus ou moins, parce que c'est toujours plus intéressant aussi d'avoir des fois un humain, comme je le dis. Moi je le vois plus comme un autre acteur, voilà, bien évidemment.
C'est difficile à quantifier exactement, mais je suis confiant pour dire que la puissance est multipliée par 10 chaque année, ce qui signifierait 10 000 fois mieux dans 4 ans. Je pense qu'elle sera capable de faire tout ce que n'importe quel homme peut faire au cours de l'année ou deux à venir, et probablement seulement 3 ans après pour égaler les capacités de tous les humains combinés. Possibly within the next year or two, and then that's what can how much longer than that does it take to be able to do what all humans can do combined? I think not long. Probably only, I don't know, 3 years from that point. Le délai prévu est aux alentours de 2028 à 2029. Mais l'intelligence artificielle et les robots ont le potentiel d'aider à soutenir le PIB. Félicitations pour l'Optimus 2 et bientôt l'Optimus 3. Quelle était votre prédiction sur le nombre de robots humanoïdes d'ici 2040? By 2040. Je pense qu'en 2040, il y aura probablement plus de robots humanoïdes que de personnes, donc environ 10 milliards. Et le prix sera assez bas, probablement 5 000 $ pour un robot qui peut faire n'importe quoi. Probably $25,000 for a robot that can do anything. En supposant que nous sommes sur la bonne voie avec l'IA, nous serons dans un avenir d'abondance où essentiellement n'importe qui pourra avoir tous les biens et services qu'il désire. The outcome. Basically anyone will be able to have any goods and services they want. Le coût marginal réel des biens et services sera extrêmement faible à l'avenir. Ensuite, on a robotique et métier. Donc, pour ce qui est des métiers, donc ça peut aussi toucher des métiers. Par exemple, déjà avec les générateurs d'images, ça pourra par la suite toucher différents métiers. Par exemple, pour des métiers, par exemple de tri, pouvoir réussir à retrouver des objets. Là, je vous montre une petite démo de Gemini, où par exemple, voilà, on avait les tables tout à l'heure. Là, on a par exemple des origamis. Il faut trouver les origamis animaux sur l'image, et du coup ça met un petit cadre autour des animaux pour dire que ça a détecté les animaux. Donc après bien évidemment c'est sur des images, mais après voilà, sur des métiers de tri, que ce soit sur des métiers industriels de tapis ou je ne sais quoi, ou les éléments ou les objets, je veux dire des fils, tout ça, ça pourrait au fil du temps prendre possession. Voilà, ça pourrait venir ancrer dedans. Donc après voilà, c'est une question voilà, qu'on peut voir, mais déjà je dis ça parce qu'on voit déjà des exemples. Là, c'est pour ça que je vous montre les exemples. Je vous montre ce qui est possible. Maintenant, forcément, avec le temps, ça va pouvoir nous emmener sur ces choses-là, mais avec le temps, bien évidemment. Voilà. Après, là, du coup, j'ai pris pour les métiers de tri, mais aussi, voilà, les métiers du type assistant ou manager, des choses comme ça, avec l'IA. Je pense que j'ai dit beaucoup des choses comme ça, mais ne m'en veuillez pas, je ferai attention les prochaines vidéos. Mais du coup, voilà, il y a aussi ces métiers-là qui peuvent être impactés voilà, pour écrire les mails, des choses comme ça. Même si là, il y a encore des imperfections des fois sur les bots, sur les IA, je veux dire, au fil du temps, ça va s'améliorer. C'est tellement époustouflant que parfois c'est difficile à comprendre. Personne ne s'attendait à ce que le travail intellectuel soit automatisé avant le travail manuel. Dans Live 3.0, il présente ces collines où les ordinateurs accomplissent les tâches simples, comme le travail d'entrepôt, que nous ne pouvons pas encore automatiser. Le diagnostic médical était considéré comme bien plus complexe, tout comme la rédaction de documents juridiques ou le code informatique. Nous avons été surpris par cet ordre d'automatisation. Les robots destinés au travail manuel pourront bientôt être programmés pour aller sur des chantiers de construction, travailler dans des restaurants ou nettoyer des chambres d'hôtel. Même si au début, pour les particuliers, ils ne viendront que pour 1 heure plutôt que de vivre sur place. Je suis convaincu que ces avancées se produiront facilement dans la prochaine décennie. Pour ce qui est de la santé mondiale,
La compréhension des protéines et de l'espace moléculaire est un problème parfait pour l'IA. Nous avons des bases de données de protéines qui contiennent 150 000 molécules dont nous connaissons les formes, et nous avons entraîné l'IA sur ces données. Leur capacité à prédire les formes et donc les sites actifs dans ces protéines accélère la découverte médicale. Il y avait une entreprise appelée Schrödinger qui le faisait avant l'IA, mais maintenant il y a peut-être 20 fois plus d'acteurs. Les progrès sont beaucoup plus rapides car l'intelligence artificielle est très bien adaptée à ce domaine. À terme, l'intelligence artificielle ne modélisera pas seulement la forme au niveau moléculaire, mais aussi la cellule, l'organe et l'organisme entier. Même pour la dynamique complexe des maladies, qui dépasse la compréhension humaine, les modèles d'IA, en collectant les données, nous aideront à comprendre. Par exemple, nous comprendrons beaucoup mieux la surnutrition et la malnutrition qu'aujourd'hui. En mettant de côté les maladies neurologiques, dans les 10 à 20 prochaines années, je dirais que la probabilité d'avancée médicale spectaculaire est très élevée, même pour certaines maladies neurologiques comme Alzheimer. Nous avons fait beaucoup, et je suis optimiste car l'IA, grâce à sa fluidité et sa personnalisation, nous permet d'avoir de grandes ambitions sur la façon de mélanger l'expérience sociale en classe, les expériences avec l'enseignant et le travail individuel. L'intelligence artificielle peut corriger votre prononciation pendant la lecture, vous dire immédiatement si vous n'avez pas résolu correctement un problème de mathématiques et déterminer s'il s'agit d'une erreur de manipulation ou de compréhension conceptuelle. L'intelligence artificielle et Konemiego sont à la pointe dans ce domaine, et d'autres comme CK12 également. L'intelligence artificielle peut distinguer les erreurs de calcul simples, comme vous n'avez pas simplifié ces deux signes moins, des erreurs de compréhension plus importantes, comme lorsqu'elle vous dit « vous avez mal posé le problème », par exemple dans un exercice avec deux trains, si vous n'avez pas correctement établi l'équation algébrique pour leur croisement. L'idée est qu'elle apprendra comment un tuteur garde les étudiants motivés en utilisant des domaines comme le sport, la santé ou la construction auxquels l'étudiant peut s'identifier. La promesse d'avoir des tuteurs personnels fantastiques dans les centres-villes américains et les pays pauvres est très excitante. Ensuite, si jamais vous avez envie de créer votre propre IA ou de comprendre une base un peu du fonctionnement de l'IA, alors moi je suis pas non plus professionnel dans ce domaine, c'est d'après toutes les recherches que j'ai faites et tout ça, j'ai mon avis, j'ai ma connaissance là-dessus. Mais voilà, j'ai essayé de créer une série, petite, c'est à vous de voir après, sur l'IA, qui sera du coup sur ma chaîne de tuto, qui sortira courant 2025, que vous pourrez du coup aller voir, vous aurez le lien en description. La vidéo d'introduction de cette série est aussi en description. Je vous montre aussi quelques images de ce à quoi le bot peut ressembler, bien évidemment. Alors là, bien sûr, l'image que vous pourrez voir, c'est l'image de l'interface logicielle. Mais je vais aussi créer une interface web à l'instar de ChatGPT, de Gemini, donc en prenant un peu un design similaire. Donc c'est pour ça, si le logiciel c'est pas convenable, c'est parce que l'interface je l'ai fait avec Python. Je l'ai pas fait en C ou en Node, j'ai juste fait l'interface avec Python. C'est pour ça que j'ai pas fait une interface non plus extrêmement stylée, parce que je vais tout mettre sur l'interface web que je vais faire du coup après cette vidéo. Mais voilà, je suis pas non plus un professionnel, donc tenez pas à rigueur de ça. Si jamais il y a des professionnels, je le répète, je crois que j'ai dit avant, mais n'hésitez pas à donner votre avis, donner des suggestions pour que les prochaines vidéos sur l'IA je puisse être un peu mieux, être mieux même. Et si jamais vous voulez passer sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à le dire. Je mettrai sûrement, j'ai du coup changé de mail par rapport à mes autres vidéos, donc je ferai le changement sur les autres. Mais voilà, vous avez le mail aussi en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc du coup, voilà, je ferai d'autres vidéos beaucoup plus poussées sur chaque élément de l'IA, sur la génération de texte, la génération d'images, de vidéos, de jeux, et aussi un peu sur mon avis si jamais vous avez envie. Donc voilà, j'essaierai de faire diverses vidéos sur diverses thématiques de l'IA pour pouvoir vous aider
et que je puisse moi aussi faire des recherches plus poussées là-dessus. Après aussi, si on revient aussi un peu dans ce qu'il existe aussi, il existe aussi Omniverse de Nvidia, voilà, qui est un petit peu un système virtuel 3D qui permet d'entraîner un peu les IA par exemple, les robots plutôt, excusez-moi. Donc voilà, mais ça je pourrais aussi en parler, faire une vidéo si vous le souhaitez, hein. N'hésitez pas du coup à me suggérer, voilà, cette chaîne, c'est vraiment des vidéos beaucoup plus détaillées, on n'est pas vraiment sur du tuto, mais plus de l'explication, voilà. On pourrait même parler des risques de l'IA dans le futur, voilà, donc est-ce que l'IA peut se transformer en Terminator ou je ne sais quoi, donc on peut essayer de s'imaginer ça. Alors je vous le répète, hein, je ne suis pas non plus un professionnel hein, dans l'IA, hein. C'est juste les différentes recherches que j'ai pu faire qui m'ont amené à connaître ce que je sais en ce moment, les différentes sources, en essayant de regarder des vidéos sur des interviews des dirigeants, donc que ce soit Nvidia, Google, voilà, des PDG de ces entreprises, où c'est là où j'ai réussi à faire mes propres avis. Donc du coup, moi ce que je peux vous dire, si je vous donne ma réponse, j'essaierai de vous mettre aussi dans la vidéo des petites interviews, peut-être en fin de vidéo je les listerai, je ne sais pas. Mais du coup, pour moi, l'IA, d'après toutes les connaissances que j'ai pu en tirer, c'est seulement la personne qui crée l'IA qui peut la diriger là où il le souhaite. Donc si la personne décide de faire en sorte que l'IA fasse des choses débiles, ça fera des choses débiles, mais parce qu'un être humain l'a décidé, parce que quelqu'un l'a fait emmener dans cette direction. Ou alors ça peut être aussi une personne qui n'y connaît rien et qui fait n'importe quoi avec l'IA. Moi par exemple, dans la série d'IA que je crée, on est vraiment sur des choses simples. On va pas faire une IA qui se lie au réseau, on va pas faire une IA qui télécharge tout et n'importe quoi. On est vraiment sur quelque chose de simple, voilà, je tiens à le dire. Mais voilà, hein, si jamais vous voulez entrer dans des choses plus dures ou je ne sais quoi, je vous invite à aller voir d'autres sources. La voie positive potentielle est tellement prometteuse qu'elle nous forcera à repenser l'utilisation de notre temps. On pourrait presque parler d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle philosophie. Comment maintenir nos liens sociaux sans devenir dépendants de ces technologies qui rendront les jeux vidéo insignifiants en termes d'attractivité? C'est fascinant de voir que si tout se passe bien, les problèmes de maladie, d'alimentation et de climat deviendront largement résolus. La prochaine génération pourra alors se demander, maintenant que ces pénuries massives n'existent plus, comment en tirer le meilleur parti? Devrions-nous interdire l'intelligence artificielle dans certains domaines pour préserver des activités humaines? Par exemple, on ne veut probablement pas de robots au baseball car ils seraient trop performants. Nous les garderons hors du terrain, mais jusqu'où faudrait-il étendre cette restriction? Nous sommes tellement habitués à ce monde de pénurie que j'espère voir comment nous commencerons à repenser ces questions de sens profond. On a un YouTuber qui s'appelle Inetium, je ne sais pas si son nom est bien prononcé, qui lui a essayé de créer un petit projet du nom de Jarvis, voilà. Donc je vous mets aussi sa chaîne si vous voulez essayer de voir ces petites avancées qu'il a fait pendant toute cette année 2024. À l'heure où je tourne cette vidéo, il a fait une vidéo récapitulative de son projet. Voilà, donc si vous avez envie de voir tout son projet, toutes ses avancées, voilà, moi aussi je me suis renseigné un peu sur ce qu'il a fait lui, sur diverses autres personnes, hein. Par exemple, si vous voulez suivre aussi des actualités, vous avez aussi Vision IA qui suit beaucoup les actualités IA, donc si vous voulez être à l'affût des actualités, voilà, il fait aussi des vidéos dessus, sur les actualités, les innovations, c'est là aussi où je peux piocher des interviews, des choses comme ça. Et après, il y a d'autres chaînes comme Julien IA ou Ludo Salen, que je regarde si je prononce bien, Salen, un truc du genre. Enfin bref, vous avez les liens de ces différentes chaînes en description. Et ensuite, sinon, moi, je compte aussi faire d'autres vidéos sur l'IA. Donc il y aura sûrement une vidéo sur la création d'un jeu par IA.
Parce que si vous suivez, enfin peut-être que vous suivez pas, mais j'ai une chaîne de tutos où j'ai fait plein de vidéos sur Unreal, donc pour savoir comment créer des jeux ou je ne sais quoi. Donc je ferai peut-être une vidéo générale sur la création gaming et l'IA dans le gaming. Voilà, une grande vidéo. Voilà, donc je tiens à le rappeler, cette vidéo c'est vraiment des vidéos beaucoup plus poussées hein, comparées aux vidéos tuto. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à donner votre avis voilà, sur cette vidéo. Et d'ailleurs si jamais il y a les personnes voilà, que j'ai citées, donc Hey, Enitium ou Vision IA ou ceux que j'ai cités, n'hésitez pas aussi à vous manifester dans les commentaires hein, si vous avez un avis ou je ne sais quoi. Voilà, tout simplement. J'essaierai dans les prochaines vidéos d'être beaucoup mieux. Là, c'est juste que j'avais envie de faire une vidéo pour janvier. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu vite. J'ai peut-être loupé certains points sur le montage. J'ai essayé de le faire assez rapidement. Mais les prochaines vidéos, je serai un peu plus simple. C'est juste que j'avais envie de sortir une vidéo en janvier sur l'IA. Je me suis un peu dépêché. J'ai essayé de faire un peu de manière convenable. Donc voilà, n'hésitez pas à juger mon montage. D'ailleurs, mon montage, je tiens à le dire... cette vidéo elle est un peu sous format un peu brouillon, ça veut dire que c'est un peu une vidéo que je teste, voilà, je teste un peu le montage, voilà, c'est pour ça que là à la fin de cette vidéo je pars un peu tranquille parce que voilà, voilà, c'est un peu un test, donc vous pourrez me dire ce que vous pensez du montage, quelle partie de montage vous aimez mieux, qu'est-ce que vous aimez le plus, puis voilà tout simplement. Je suis très confiant qu'il y aura beaucoup de progrès en 2025. Les modèles vont certainement s'améliorer. Ils deviendront meilleurs en raisonnement, en accomplissement de séquences d'actions de manière plus fiable, plus autonome, si vous voulez. Je pense que vous nous verrez repousser les limites. Donc j'attends beaucoup de progrès en 2025. Je ne souscris pas entièrement à l'idée du mur, mais quand vous commencez, vous pouvez augmenter rapidement la puissance de calcul et faire beaucoup de progrès. Mais vous aurez certainement besoin de percées plus profondes pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez le percevoir comme un mur ou différemment. La quantité actuelle de calcul que nous utilisons est juste un nombre arbitraire. Ce n'est pas comme si nous utilisions beaucoup de calculs. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer à augmenter. Je pense que tout le monde aura plus de puissance de calcul. Mais je pense que les percées doivent venir, que la différenciation doit venir. C'est votre capacité à réaliser des percées techniques, algorithmiques. Comment faire fonctionner les systèmes du point de vue de la planification ou du raisonnement? Comment améliorer ces systèmes? Ce sont les percées techniques à venir. Si pour vous la vidéo n'est pas assez concluante, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord ou à me dire un commentaire et puis j'essaierai de rajouter des réponses. Mais du coup voilà, c'est à peu près tout. Parce que là dans cette vidéo on a vu du coup l'histoire, les différentes dates d'évolution, les types d'IA et voilà, les types d'IA, donc AGI, ANI, Deep Learning, tout ça, et puis les domaines, les types d'agents qu'on peut créer, les domaines tout simplement. Et après on a essayé un peu d'imaginer le futur qu'il peut y avoir pour le travail, ce qui peut être amené pour le travail, ce qui peut prendre la place au niveau du travail. Donc là, pour les tri, on avait dit les images. D'ailleurs, il y a aussi des entreprises qui travaillent aussi sur des robots au niveau du toucher, par exemple. J'essaierai de vous montrer toutes les différentes sources, hein, mais donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo pour vous faire tout votre avis. Proposez-moi vos suggestions, vos avis pour le futur. Et puis je ferai une vidéo plus tard sur le futur. Il y a plein de choses que j'ai pas encore dit sur mes prédictions futures, mais j'essaie de faire simple. Et peut-être que j'ai oublié aussi des mots techniques. Donc veuillez m'excuser si jamais. Hein. Mais voilà. Sinon c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.